Bonjour, bienvenue à Géopole. Nous allons traiter aujourd'hui de la renaissance de l'Empire russe et je reçois, pour traiter de ce sujet, le journaliste Vincent Hervouet. Bonjour, donc Vincent Hervouet qui est journaliste spécialisé de relations internationales, de politique étrangère depuis une quarantaine d'années. Et donc, avec lui, on va essayer de décortiquer un peu cette renaissance de l'Empire russe. Bonjour Richard Haddad. Bonjour Vincent Hervouet. Première question, la renaissance de l'Empire russe n'est pas récente, mais avec la guerre en Ukraine, on a l'impression qu'elle est un peu plus à visage découvert, avec les ambitions de cette renaissance, une ambition impérialiste, diront certains. Et puis, on l'avait vu peut-être un peu au Moyen-Orient, un peu ailleurs dans le monde, en Afrique noire particulièrement, mais pas de manière aussi flagrante. Pensez-vous qu'il y a une stratégie prédéfinie de renaissance de l'Union soviétique ou plutôt de l'Empire russe ancestral ? Il y a sans aucun doute une volonté de revanche, oui, une volonté de laver les humiliations des années passées. Et on a été très, très épatés il y a quelques années quand la Russie est intervenue en Syrie et on s'est dit c'est formidable, avec une économie de moyens, ils arrivent à obtenir un résultat important. Ils se réinstallent et pas simplement l'attaquer dans toute la zone, ils soumettent finalement, ils jouent un rôle, ils ont une influence en y investissant un minimum de moyens. Vraiment, ce Vladimir Poutine est habile. Qu'on a vu les chrétiens d'Orient trouver à Moscou soudain comme une sorte de protecteur, quand on a vu à quel point l'armée russe avait épaulé le régime vacillant, on s'est dit les Russes sont de retour. Et puis on les a vus après venir en Afrique, effectivement en Centrafrique. À vrai dire, les Français leur ont un peu abandonné le terrain, notamment à ces mercenaires, cette armée privée Wagner, qui est une sorte de masque pratique pour l'armée russe. Pareil en Libye, où là les résultats ont été moins probants. Et enfin au Mali, d'où la France a été chassée et Wagner a pu s'installer. Cela dit, on parle souvent du groupe Wagner, comme si c'était une particularité russe, mais en fait, beaucoup de puissances, de grandes puissances, la France, les États-Unis, ont travaillé avec des groupes de mercenaires, non ? Oui, est-ce que c'est particulier aux Russes ou c'est assez courant ? Non, la façon dont on s'en sert est assez peu ordinaire, parce que vous avez eu dans les fourgons de l'armée américaine, vous avez eu effectivement des Blackwater, qui a été la principale organisation, société privée, société militaire privée, qui avait des liens d'affaires et d'argent avec un certain nombre de dirigeants, notamment du Parti républicain. Mmh. Mais ils apparaissaient après les combats, après la prise en main d'un territoire. Là, avec Wagner, c'est tout à fait différent. Ce sont, dans le cas de la Centrafrique, comme cas du Mali, ce sont des gens qui ne sont théoriquement pas là, qui sont juste un accord d'État à État, de coopération, et puis en fait on voit que ce sont des mercenaires qui viennent épauler le régime, être à la fois la garde prétorienne, le fer de lance, l'un des acteurs de la guerre civile qui continue de plomber le développement de ces pays, c'est moins qu'on puisse dire dans le cas du Mali. Et donc ça c'est assez nouveau finalement. Autrefois la France avait des corsaires, on a tous en mémoire l'aventure des affreux au Katanga et puis Bob Denard ensuite, qui a été l'héritier de toute cette tradition. C'est terminé. Le mercenariat a été interdit théoriquement par une convention des Nations Unies. Et la France ne fait plus appel à ces soldats perdus qui viennent faire un peu la besogne, jouer les gardes, pas les gardes chiourmes, mais c'était un peu ça quand même, quand vous étiez aux Comores et que vous regardiez ce que faisait Denard et ces gars, c'était un travail que l'armée française n'aurait jamais pu faire, évidemment. Justement, ils faisaient ce que l'armée française ne voulait pas faire. Oui, mais ça s'est terminé depuis les années 90. Oui, la Royale est allée chercher Denard et l'a sorti des Comores. Et on a fini, à l'époque de la décolonisation, au moment après la chute du mur,
tout ça est apparu complètement dépassé. Et puis c'est revenu, effectivement, vous avez raison, avec les Américains, avec Blackwater, c'est revenu après que l'Irak et Saddam Hussein soient tombés. On a fait appel comme ça à ces sociétés militaires privées. Là, avec Wagner, c'est un peu différent, parce que d'abord, ils vont à l'offensive. Les petits hommes verts qu'on avait aperçus en Crimée n'étaient pas du même acabit que les soldats de fortune européens des temps jadis. Oui, la méthode là est beaucoup plus violente. Oui, ils sont. Et au Mali, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un régime de putschistes qui se maintient au pouvoir et qui combat. On peut même dire, en tout cas ce qu'a prétendu le ministre Le Drian, mais qui paraîtrait être assez solide, qu'ils tiennent l'État malien, finalement, ils le tiennent non pas au bout de la corde, mais ils le tiennent en joue. Ils ont pris en otage, semble-t-il, les militaires putschistes, et le récit des exactions qui sont documentés par les Nations Unies d'abord en Centrafrique et maintenant, sur lequel il y a beaucoup de questions au Mali, notamment avec un massacre qui a eu lieu en même temps que celui de Bouchta en Ukraine, et qui aurait passé donc pratiquement 300 ou 400 habitants d'une petite bourgade qui est au nord-est de Bamako, qui aurait été massacrée en plusieurs jours, avec le tri des habitants selon leur ethnie, selon la taille de leur barbe, selon leur type de djellaba, avec une sélection et en leur faisant creuser leur fosse commune, en les exécutant d'une balle dans la tête, tous ces récits qui font horreur, ça fait partie de la légende et, semble-t-il aussi, de la réalité du groupe Wagner. C'est pas reluisant. Non, mais bien sûr, mais la France a un peu laissé la place. Peut-être nous avons mal géré cette affaire avec le gouvernement putschiste. Fallait-il peut-être travailler avec eux ou alors, toute l'histoire de l'implication française au Mali, c'est une histoire malheureuse de toutes les aventures de ce genre, où on est accueilli en libérateur et très rapidement on devient une sorte d'armée d'occupation sur laquelle se cristallisent toutes les frustrations, on est facilement manipulé. L'aide massive qui a été accordée au Mali n'a fait que développer la corruption et aggraver en quelque sorte les inégalités. En aucun cas, finalement, la présence de cette armée n'a permis d'accoucher d'une solution politique et d'une réconciliation entre les différents Mali. Il y a un accord qui avait été signé à Alger, qui a été immédiatement bafoué. Et finalement, la présence des troupes étrangères, que ce soit la MINUSMA, 15 000 hommes quand même, les Nations Unies, que ce soit les Français qui ont mis des troupes de choc et qui ont essayé réellement de tenir ce cap de la lutte antiterroriste, mais en vain finalement, parce que pendant qu'on maintenait le couvercle sur la marmite, les responsables politiques maliens n'en ont pas profité pour s'entendre et trouver les voies d'un accord de paix négocié en quelque sorte, d'un modus vivendi, d'un partage de gâteau, appelez ça comme vous voudrez, mais il ne s'est rien passé. Ils ont au contraire plombé toute possibilité d'un accord. Alors, revenons aux Russes. Vous avez cité la Libye. Il y a ce qu'ils ont fait en Syrie, mais en Libye, vous avez bien dit que c'est pas vraiment une réussite, mais il y a aussi leur relation avec les Turcs qui est ambiguë. Là aussi, ça fait partie de cette renaissance de l'Empire russe. Avec la Turquie, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Un coup, les Turcs abattent un avion, c'était en Syrie, un avion de chasse russe. Quelques semaines plus tard, les voilà réconciliés. Du moins, c'est-à-dire que le président Erdogan s'est précipité ventre à terre à Moscou. C'est vrai. Pour s'en excuser, pour faire allégeance. Oui, mais en tout cas, pour essayer de calmer la fureur de Poutine. Il n'avait pas envie de recevoir le boomerang en retour après mais ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts en Syrie. Les Russes soutiennent le régime Assad, donc alaouite. Les Turcs soutenaient plus ou moins... C'est une très vieille histoire, quand même, la relation entre les Turcs et les Russes. Elle est complexe. Elle est complexe. La frontière du temps de l'Union soviétique faisait, je ne sais plus combien, 1500 kilomètres. En permanence, d'ailleurs, les Turcs disaient à leurs alliés de l'OTAN qu'ils allaient passer de l'autre côté, donc c'était un chantage qui était assez efficace. Et ils se connaissent bien, ils se sont battus souvent ensemble.
et chacun finalement, et la Turquie a réussi à préserver une forme d'autonomie. On a souvent l'impression que les Turcs se donnent un rôle un peu présomptueux. Alors justement, on se demande qui manipule l'autre dans cette affaire. Qui est le... Avec la Russie, ils sont assez adroits quand même, ils sont très concrets et ils savent négocier. Quand en Libye, ils n'ont pas les mêmes L'histoire libyenne alliés. est très intéressante parce que effectivement, ils étaient des deux côtés. Il n'y a que deux côtés d'une barricade et ils étaient chacun d'un côté. Les Russes étaient avec le maréchal Haftar, et qui a été défait militairement grâce non seulement aux drones livrés par les Turcs et leurs amis frères musulmans qui régnaient à Tripoli, mais avec aussi les conseillers et les techniciens qui géraient ça se pilote pas comme une voiture téléguidée, quand même, un drone. Et donc, ils ont fait un maximum de dégâts avec des armes. C'est pas très sophistiqué, les drones turcs, mais c'est remarquablement efficace. On l'a vu en Ukraine d'ailleurs récemment. On l'imagine en Ukraine, puisqu'on ne le voit, parce qu'on ne voit pas grand-chose, cette guerre. Ouais, ils ont montré on ne sait pas ce qui relève du montage ou de la réalité, mais on a vu des images. C'est une bonne politique commerciale. Oui, c'est cible des chars. On a l'impression que c'est un jeu vidéo. C'est beaucoup moins cher, en tout cas, qu'un chasseur bombardier. Oui, c'est sûr. Ça a l'air plus efficace, au moins aussi efficace. Mais ils en ont beaucoup. Ils en ont visiblement, au début, on pensait qu'ils ont beaucoup, ce ne sont pas forcément les drones turcs d'ailleurs, ils ont des drones tueurs, des drones kamikazes. Et c'est visiblement en ayant réussi à percer les communications russes, qui sont mal cryptées ou qui ne le sont pas du tout, qu'ils ont pu ainsi repérer grâce à tous les moyens de surveillance électronique dont disposent les Américains, qu'ils ont pu ainsi localiser les officiers supérieurs qui commandaient les opérations sur le terrain. D'où le nombre de généraux tués. Et ensuite, les drones sont allés à la recherche de ces véhicules faciles à identifier parce que ils sont bardés d'antennes. C'est des véhicules de commandement qui manifestent l'autorité du personnage qui est transporté à l'intérieur. Et ils ont donc ainsi mis au tapis, alors on ne sait pas combien, les chiffres varient, mais entre 5 et 15 officiers supérieurs. C'est beaucoup. Oui. Oui, évidemment. Mais... Depuis les guerres napoléoniennes, j'ai pas de souvenir que... Oui, on est frappé par le nombre de généraux. Autant de généraux aient pu aller ainsi au front et y rester. Alors certains disent que c'est dû au fait qu'il n'y a pas... qu'il y a un échec sur place et que les généraux sont obligés d'aller voir ce qui s'y passe, ou le fait qu'il n'y ait pas de sous-officiers dans l'armée russe. Enfin bon, chaque spécialiste militaire donne sa version. Mais c'est pas l'armée mexicaine quand même. Ce n'est pas une armée composée uniquement de conscrits et de généraux. C'est une armée qui est assez structurée. Et le fait d'annihiler ainsi autant d'officiers supérieurs n'est pas indifférent. Hein. Bien sûr. Alors, concernant la Turquie, alors encore une fois, on a toujours du mal à savoir, à comprendre ces deux alliés, la Russie et la Turquie, qui sont alliés et en même temps concurrents, voire ennemis parfois sur certains terrains. On a cité la Libye. On a du mal à comprendre lequel manipule l'autre, lequel profite de l'autre, parce que on pourrait croire que c'est la Russie. Vous avez bien dit que Erdogan est allé en Russie suite à... Après lui avoir abattu un avion, c'était la moindre des choses. D'accord, mais par ailleurs, en Libye, il a plutôt le dessus. En Syrie, il y a un petit territoire qu'il occupe et qu'il ne libère pas. Donc c'est pas terminé, la guerre en Syrie. Et puis... et vous avez remarqué la Syrie a disparu totalement du tableau, de même d'ailleurs que le Mali a été effacé, oui, que l'Afghanistan une guerre chasse l'autre. A été renvoyé. Ah, ça, c'est le principe de saillance de l'information continue. On ne peut pas mener deux guerres à la fois. Oui. Voilà, le téléspectateur qui, dans son canapé, souffre en regardant l'Ukraine en ruine, ne peut pas en plus être préoccupé du sort des fillettes afghanes, du malheur des déplacés en Syrie et du chaos libyen. On peut rappeler que plutôt le fer de lance de cet empire renaissant russe serait, d'après eux, la défense de l'Occident chrétien. Ça, ce sont les défenseurs de la Russie qui disent ça. La Russie elle-même parle de la défense de l'orthodoxie et du monde orthodoxe. Mais enfin, il est arrivé récemment 2 événements où ils n'ont pas beaucoup réagi. Je fais suite à l'affaire turque.
c'est la guerre en Azerbaïdjan, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où les Russes ont un accord signé, un accord militaire avec l'Arménie, où ils ont une base et ils n'ont absolument pas réagi, ils ont juste été un peu l'intermédiaire, un peu neutre, alors que normalement ils devaient soutenir l'Arménie avec laquelle, d'abord, ils sont proches culturellement, religieusement, etc., et avec lesquels ils ont un accord militaire. Et puis il y a eu l'affaire grecque, vous vous souvenez, les Turcs sont allés dans les eaux territoriales grecques pour faire des forages, et ce qui a amené à un conflit avec l'armée française, la marine française, en tout cas sur place, et les Russes. On ne les a pas vus dans cette affaire. Donc comment peut-on expliquer cela? Comment Vladimir Poutine, qui se présente comme le défenseur de ce monde-là, parce que la Grèce, donc le monde orthodoxe aussi, je sais que ce n'est pas la même église orthodoxe, mais quand même, silence radio, c'est pas un peu contradictoire? Alors, il y a deux choses. Je pense que d'abord, dans l'affaire arménienne, la Russie n'est pas intervenue parce que la Russie avait un compte à régler avec la direction arménienne. Le dirigeant, vous voulez dire? Oui. Ouais. Avec son Premier ministre. Et, qui ne serait pas assez pro-russe, vous voulez dire? Ah ben non, il avait effectivement pris la place après une sorte de révolution de couleur de Sarkissian, qui était le protégé du Kremlin. Et en plus, qui avait une relation de dépendance claire, de soumission même, par rapport à Vladimir Poutine. Donc, ce péché originel n'a pas été pardonné, et ensuite, quand la guerre a éclaté, l'occasion était trop bonne de faire sentir aux Arméniens, et notamment à cette démocratie naissante, eh bien qu'on ne pouvait pas s'affranchir aussi facilement des règles de la vassalité, pourrait-on dire. Et donc, ils ont laissé, jusqu'à un certain point, les Azerbaïdjanais, épaulés par les Turcs, soutenus militairement par les Israéliens. Une contradiction de plus, d'ailleurs. Oui, mais bon... Vous savez, l'essentiel dans ces histoires, il n'y a pas beaucoup de religion, il n'y a pas beaucoup de morale, il n'y a même pas beaucoup d'éthique, il y a juste les intérêts immédiats. Et les intérêts immédiats d'Israël, c'est de contenir l'Iran. Et pour cela, les Israéliens sont prêts à s'enrôler, à faire ami-ami et équipe avec l'Azerbaïdjan, qui a gardé finalement de son héritage soviétique une sainte horreur de tout ce qui est islamiste, militant et autres barbus. Donc, Israël équipe l'armée azerbaïdjanaise, notamment avec là encore des drones qui ont là sur le terrain vraiment mis par terre toute l'artillerie arménienne, ce qui leur a ouvert là, en fait, les Russes ont sonné la fin de la partie. Ça aurait pu être pire pour l'Arménie. Et d'ailleurs, on sent bien que les Azerbaïdjanais regrettent de ne pas avoir poussé leur avantage, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher depuis quelques semaines de multiplier les incidents, alors qu'il y a une ligne de démarcation qui est tenue par la Russie, de provoquer et de grignoter du terrain sur les Arméniens, qui avaient gagné la dernière guerre, la précédente, facilement, mais qui n'étaient pas prêts à la suivante, qui ne s'étaient pas armés, qui n'ont pas les moyens puissants dont dispose avec ces hydrocarbures l'Azerbaïdjan. Et concernant la Grèce, alors la France était le seul pays en Europe, d'ailleurs j'avais noté, qui avait pris la défense de la Grèce, parce que l'Allemagne... C'est une vieille histoire, c'est pas tellement qu'on a pris la défense de la Grèce, je veux dire, c'est pas tellement une espèce de politique européenne qui se serait déployée à ce moment-là, c'est qu'on avait vraiment un compte semble-t-il, un compte à régler avec la Turquie. Parce que la Turquie n'a pas simplement une politique étrangère très ambitieuse, très 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 ambitieuse, à l'image de son sultan. Le président Erdogan a un palais de 1000 pièces et une diplomatie qui est multilatérale, tous azimuts. Et il parle aussi bien en le tutoyant à l'empereur de Chine qu'au tsar de Russie, au président au pluriel de l'Union européenne, qu'il tient dans un souverain mépris. Et aussi avec les États-Unis. Et même avec les États-Unis, c'est vrai. Mais le président Erdogan, donc,
à l'heure où vous savez qu'il y a un dispositif de l'ONU et de l'OTAN qui cherche à, il est temps, il est un peu tard même, à contrôler l'importation d'armement, à empêcher que en Libye, il y ait trop de trafic d'armes. Donc, pour essayer d'assécher cette guerre entre l'Est et l'Ouest, entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, entre des islamistes de Misrata et les hommes d'Haftar, etc., etc., entre les deux gouvernements, il y avait eu une sorte d'embargo sur les armes qui avait été décrété par l'OTAN. Et donc, la France, à ce titre, avait une mission pour arraisonner d'éventuels cargos d'armes arrivant à Misrata pour équiper les milices pro-gouvernementales. Et elle a été, cette frégate française a été, comme on dit, éclairée, c'est-à-dire mise en joue par 2 fois par une frégate turque qui accompagnait un cargo bourré d'armes à destination de Misrata. Alors, c'est extraordinaire que ce soit fait, un acte aussi hostile, c'est sans précédent. C'est une véritable déclaration de guerre, en réalité, sur le terrain. Ça ne se fait pas. Surtout qu'entre alliés de l'OTAN, ce sont 2 marines qui participent quand même de la même alliance. Donc il y avait la frégate française a pris le large, a laissé passer, et la France a protesté à la réunion suivante, justement, du Conseil atlantique. Et là, ce qui s'est passé, qui a été très déstabilisant et très déplaisant, c'est que la France s'est retrouvée seule. Oui. C'est-à-dire qu'elle a eu du mal à faire inscrire sa protestation à l'ordre du jour. Le secrétaire général Stoltenberg ne voulait pas en entendre parler. Finalement, il a concédé. La Turquie a pris ça de haut et il ne s'est rien passé. Et donc, il y avait ce contentieux que les Français ont été très contents de purger quand la Grèce a protesté après que, effectivement, ces navires d'exploration soient venus sonder le fond des eaux, de leurs eaux territoriales. Que les Turcs ne reconnaissent pas, d'ailleurs. Non, alors les Turcs, oui, les Turcs, on les comprend d'ailleurs, parce qu'il y a une île qui est tout à côté de leur côte. Et puis alors, franchement, le monde est mal fait, puisque ce grand pays musulman n'est pas béni des dieux. Ça doit être le seul de la région qui n'est pas de pétrole. Et ils ont beau creuser, il n'y en a pas. Il y en a en Syrie, il y en a désormais dans les eaux territoriales du Liban, de Chypre, d'Israël. L'Égypte aussi a droit à sa part. Mais l'Irak, l'Iran, évidemment, mais pas la Turquie. C'est quand même inouï. Ils n'en ont pas encore trouvé. Non seulement ils ont la crainte des tremblements de terre, mais ils n'ont pas de pétrole. Donc, ils avaient décidé de se partager avec les Libyens de manière totalement artificielle les eaux de la Méditerranée orientale. La France a fait savoir a montré, avec ses rafales prêtées à la Grèce en urgence, en déployant aussi le Charles de Gaulle sur zone, a montré qu'on ne pouvait quand même pas lui marcher sur les pieds trop, qu'il fallait tenir compte un peu à la fois des lois, des coutumes et en même temps de ses voisins. D'accord, mais en tout cas, les Russes, dans cette affaire, les Russes sont restés observateurs. Sont restés observateurs. Les Russes oui, les Français expliquent combien les Russes sont aux aguets, regardent. Oui, non, mais j'ai évoqué ce sujet. Hostile. Oui, j'ai évoqué ce sujet parce qu'on a l'impression que face aux Turcs, systématiquement, c'est ça où je voulais en venir, systématiquement, ils sont toujours en retrait. Même lorsqu'il s'agit de la défense du monde orthodoxe. Je dis ça parce que comme on nous répète, comme les partisans... parce que la défense du monde orthodoxe n'est peut-être pas... mais oui, je sais bien, mais c'est l'argument en tout cas qui est avancé. Le KGBiste... c'est ce que... Je suis d'accord, mais c'est l'argument avancé en tout cas. C'est l'argument avancé, c'est un élément de langage. Oui, une petite contradiction. Si on regarde dans les détails... Quand même, Si vous croyez ce que disent les Russes, moi, je ne crois rien. C'est que vous n'avez pas l'expérience du mensonge qui a été quand même une espèce de... Si, moi je ne crois rien. Du mensonge. Je ne crois rien justement, mais j'essaye de trouver des réponses à ce que les gens pensent. Quand même, pardon, mais sur la Russie, il y a pour tout occidental qui cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des Russes et comment est-ce qu'on peut nourrir une relation avec eux, il y a cette grande difficulté quand même qu'ils ont habité pendant 70 ans le monde du mensonge. Le communisme, c'était cette espèce
de religion sans Dieu, à laquelle plus personne, il n'y avait plus de croyants, il n'y avait que des pratiquants imposés. Et ça crée une psychologie très particulière quand même. Mais ça continue d'ailleurs, parce que oui, là il y a un mensonge effronté. Mais le Kremlin vous explique qu'ils sont en train de se battre contre un génocide qui serait commis actuellement contre les populations du Donbass. S'il y a un génocide, c'est contre les russophones du Donbass. Mais il n'y a que montage, propagande. Tout ça, c'est une dialectique ancienne, parce que l'OTAN. tout ça nous rappelle. Les téléspectateurs très jeunes ne peuvent pas s'en rappeler, mais nous, on s'en rappelle. Moi, j'étais dans les années soviétiques, j'étais jeune, mais j'étais éveillé, et je me souviens parfaitement de ce langage. C'est le même. C'est une dialectique ancienne. Oui, le bien et le mal, le haut et le bas, la droite et la gauche. Certains pensaient que c'en était fini de ça. Et l'amitié entre les peuples, mutuellement profitable. Bon, cette première partie arrive à sa fin. Nous allons marquer une pause. C'est comme un clin d'œil. Et oui, ça passe vite. Nous allons marquer une pause. Je vais arrêter de jacasser. Non, on va reprendre en parlant justement de l'Ukraine. Voilà, nous voilà dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder directement donc, la guerre en Ukraine. On a fait un peu le tour de l'influence russe un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la première partie. Mais là, on va arriver au vif du sujet. Je ne sais rien, j'avouerai tout. Je vous suis. On a bien vu que donc il y a des tentatives de reconstruction de cet empire, mais comme on l'a dit dans la première, j'ai essayé de le démontrer dans la première partie de l'émission, c'est pas toujours cohérent. Enfin, en tout cas, on comprend pas toujours ce qu'il cherche. Là, ça a l'air beaucoup plus clair. En tout cas, ils considèrent que l'Ukraine. Enfin, là non plus, on sait pas trop, parce qu'au début, ils avaient les premières déclarations des Russes, en tout cas de Vladimir Poutine, au début de cette guerre, c'était que l'Ukraine, en gros, n'existe pas, et que c'est un régime à renverser, etc. Et puis là, on voit avec l'évolution que finalement, ça change un peu. Alors, au début, ils avaient deux objectifs au départ, affichés, qui étaient la démilitarisation de l'Ukraine. Voilà, ça c'est donc en quelque sorte, finalement, sa neutralisation. Et puis il y avait ça qui peut être l'objet d'un deal, ça peut se négocier, effectivement, puisque l'Ukraine restait à la porte de l'OTAN. Vous pouvez imaginer que sa neutralité soit garantie par des puissances extérieures et puis alors, la deuxième question qui était plus compliquée, c'est la dénazification. Qu'est-ce que ça recouvre ? Et il y avait donc ce procès en sorcellerie instruit à Moscou contre les dirigeants ukrainiens, tous assimilés aux excités du bataillon Azov et aux pires excès de c'est une plaisanterie de Maïdan. Alors évidemment, c'est une plaisanterie oui et non, c'est-à-dire que il est frappant quand on va en Ukraine. Je ne sais pas si vous êtes allé en Ukraine il y a longtemps, mais on est quand même assez frappé de la persistance, notamment à l'Ouest, de toutes sortes de références qui font un drôle d'effet quand on a l'œil un peu exercé. Il y a notamment tous ces boulevards, toutes ces avenues, toutes ces rues, tous ces t-shirts, tous ces tatouages qui rappellent la Seconde Guerre mondiale et le personnage historique Bandera qui a marqué tellement fort. Il y a une raison à ça, vous le savez. C'est que, je le rappelle aux téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, mais l'Ukraine, pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, a subi un génocide de la part des Russes. Non, mais je ne suis pas en train de faire je sais bien, mais l'étude comparée du dolorisme. Oui, parce que quand on parle en plus des 25 millions de Soviétiques qui sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, il y a dans l'eau, il y a pas mal d'Ukrainiens. Ce que je dis simplement, c'est que parler des nazis en Ukraine n'est pas aussi absurde que ce qu'ont cru un certain nombre de mes confrères qui éclataient de rire et trouvaient ça ridicule comme prétexte. Ils disaient que Poutine, en quelque sorte, perpétuait la Seconde Guerre mondiale en s'étant trouvé un ennemi imaginaire. Il y a, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou pas, il y a effectivement en Ukraine
des gens qui se réfèrent à ce passé-là, avec toute la biblioterie qui va avec, les croix gammées, les svastikas, toute une sorte de... Ça existe, hein, non, mais je sais que ça existe. C'est ça existe assez en Russie déconcertant aussi. quand vous allez sur place. Vous allez aujourd'hui, vous allez à Odessa, vous trouverez pas une affiche, un calicot, un slogan à la gloire de Volodymyr Zelensky. Par contre, vous trouverez la référence à Bandera partout. Donc, c'est très déconcertant pour un œil extérieur. Cette réalité, elle est là. La deuxième chose, c'est que il y a eu, de la part des Ukrainiens par rapport aux Russes, une façon de tirer les moustaches de l'ours avec cette volonté à tout prix de rentrer dans l'OTAN, cette façon de nier les accords qui avaient été passés, de renier la parole qui avait été donnée avec les accords de Minsk sur... Là, c'est plus cohérent. Sur la là, solution c'est un de argument l'Ukraine. cohérent. Et le fait de s'entourer de conseillers américains, et ensuite d'être sourd à toute... L'Ukraine était visiblement perdue aux yeux du Kremlin, d'où la volonté de renverser la table. C'est ce qui s'est passé le 24 février. Il y a dans l'offensive russe que personne, à part le renseignement américain, ne prenait au sérieux, tellement elle paraissait une aventure, c'était pas le moment, avec le dégel. L'objectif ne semblait pas clair. Il y avait c'est délirant. Imaginez que le régime tombe de lui-même. Il y avait un grand mépris pour Zelensky qui s'est avéré un magnifique acteur qui a réussi à incarner comme ça une sorte de sursaut national et une identité ukrainienne qui s'est forgée là dans la douleur. Le calcul était mauvais, le calcul est désastreux. Et la Russie, semble-t-il, est prête à payer le prix, mais le risque que l'on ait, c'est une guerre qui se prolonge, c'est-à-dire une espèce de guerre gelée, une fois que le Donbass aura été récupéré, parce que c'est ça l'objectif maintenant immédiat des Russes, c'est établir leur contrôle sur tout le Donbass. C'est à peu près quand même... c'est assez vaste comme territoire, hein, c'est grand comme 2 fois la Bretagne. Hein. Et une fois ayant conquis Mariupol, ils auront la continuité territoriale avec la Crimée, la Russie et toutes ces populations russophones. Ils contrôleront totalement la mer d'Azov. Et il y aura le reste de l'Ukraine. Et imaginez qu'un cessez-le-feu, puis un accord de paix, puisse être avalisé par un référendum, comme l'imagine en tout cas Zelensky. C'est une telle vue de l'esprit qu'on se dit que c'est un terrain, vous qui connaissez bien le Liban, on se dit que l'Ukraine a vocation à devenir en Europe ce qu'a été le Liban pour son plus grand malheur pendant des décennies, à savoir le champ clos des affrontements Est-Ouest. Et l'Europe, là-dedans, est partie prenante. L'OTAN, notamment les anglo-saxons, sont très allants. Personne n'arrive à faire émerger une proposition négociée d'un règlement en urgence avec un cessez-le-feu. Il y a au contraire une montée aux extrêmes. Là, dans ces derniers jours, on a vu que des cibles en Russie avaient été bombardées, que le navire amiral de la flotte russe en mer d'Azov avait été très endommagé. Le récit russe ne tient pas la route. Donc, tout ça est lourd de tas de conséquences. Il y a 2 choses. C'est que la Russie ait craint que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ce qui générait sa frontière, qu'elle considère que ce soit une menace pour sa frontière, évidemment, c'est tout à fait entendable. Mais je reviens sur juste 30 secondes sur l'affaire des Ukrainiens qui seraient des sympathisants nazis. J'ai bien compris, je sais bien que ça existe, mais ça existe en Russie aussi, ça existe un peu partout. Là, on a parlé dans la première partie. Le récit russe est celui-là. Oui, je sais bien, mais il est moins crédible que quand il parle de l'adhésion de l'OTAN. Pour Vladimir Poutine, c'est l'idée... Oui, mais je ne crois pas que ce soit une guerre très rationnelle. Oui. Je ne crois pas que la Russie... Parce que l'argument de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a une certaine... On peut l'entendre. Mais c'est une illusion d'imaginer qu'on se fait la guerre, que les dirigeants déclenchent des guerres, notamment des guerres de conquête, pour mettre la main sur la caisse ou pour neutraliser un ennemi qui représenterait vraiment une menace. Quand Saddam Hussein envahit le Koweït,
Il en fait la 17e province et il nie son existence. Il a quelques raisons historiques de le prétendre. Et en même temps, il commet une faute absolument. Il se piège lui-même. Alors justement, à propos de faute... Et se ruine. Là, avec l'Ukraine, on peut dire que la Russie... Poutine se verrait bien en tsar de toutes les Russies. Toutes les Russies, c'est quoi? C'est l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Oui, c'est vrai. Alors, bon, il veut au moins que ce territoire-là soit... non pas sous son contrôle, mais dans son influence, dans sa sphère d'influence. Et il n'est pas question qu'il passe de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'entente négociable avec les Américains, il n'y a pas eu un ordre en Europe qu'il ait réussi à aménager. On a cru que ça aurait pu avoir lieu. Beaucoup d'analystes français, par exemple, ont imaginé que dans le tête-à-tête qu'il y a eu entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève en juin dernier, après le sommet de l'OTAN et après un sommet du G7 et un sommet de l'Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles. Ils ont imaginé que les deux hommes avaient parlé justement de cette architecture de sécurité et que ce que souhaitaient l'un comme l'autre, c'était de réussir à le faire accepter à leur propre état profond. C'est-à-dire que Biden, pour faire accepter cet accord avec les Russes à Washington, et de son côté, Poutine, pour le faire admettre au service de sécurité à l'armée, l'un et l'autre avaient besoin qu'il y ait une crise, d'où la mobilisation de dizaines de milliers d'hommes à la frontière ukrainienne, qui avait déjà eu lieu un an auparavant. Et c'est pour ça que les bons analystes, c'est l'une des raisons qui explique que les bons analystes sont restés, je ne parle pas de moi, non, j'ai bien compris. Les bons analystes sont restés comme deux ronds de flanc quand l'armée russe a enfoncé la frontière. On n'y croyait pas, on pensait que c'était du bluff, et que c'était un bluff utile pour réussir à trouver une solution négociée et enfin arriver à cette architecture de sécurité. C'est parce que il y a deux choses. Où il veut toute l'Ukraine pour faire être le tsar des Russies, comme vous l'avez dit. Il veut au moins le Donbass, puis que le reste... Il aurait pu, parce que la plupart des spécialistes militaires, des analystes, pensaient qu'il avait annexé la Crimée et finalement, au bout de quelques années, plus personne n'en parlait, à vrai dire, la Crimée. Oui, mais les sanctions restaient appliquées. C'est vrai, mais finalement, il a réussi à s'en tirer, à se débrouiller avec les histoires de sanctions. La cause est quand même bonne. Je veux dire que la Crimée soit russe, c'est difficile à contester. Voilà, exactement. Et donc, il restait le Donbass, dans lequel il y avait déjà une partie qui était occupée par des amis de la Russie, et qu'il a reconnu, etc. Donc, on imaginait, et il aurait pu, les aider davantage, ou même envoyer des troupes pour reconquérir la totalité du Donbass, et puis renforcer la Crimée, et s'arrêter là. Peut-être aurait-il réussi plus rapidement et plus facilement, que plutôt de lancer. Mais c'est là où on ne comprend pas. Quel intérêt pour lui de se lancer dans cette aventure Il y a une logique propre à la guerre, si vous voulez. Vous ne pouvez pas la faire à moitié. À partir du moment où il s'était engagé dans cette aventure, je ne pense pas qu'il imaginait qu'elle se déroulât comme ça. Il y a eu plusieurs phases dans les opérations. On est au moins la troisième guerre, dans la guerre. En plus, il y a le brouillard de la guerre qui vraiment l'a été épais, parce qu'en fait, on ne sait rien, on ne voit rien de ce conflit. C'est extraordinaire même, on en parle tous les jours, on le ressasse, on montre jusqu'à l'écœurement total les mêmes façades d'immeubles éventrés, les mêmes pauvres civils fuyant les combats, les pauvres cadavres traînant dans les rues. Et en même temps, en dehors du spectacle de la propagande, qui nous donne à voir donc un président toujours dans le même décor, dans le même costume, parlant admirablement, faisant tous les jours au théâtre ce soir avec toutes sortes de parlements et dirigeants. Extraordinaire communicant et formidable, vraiment. Bravo l'artiste. Mais on fait peut-être trop, parce que vous avez vu ces derniers temps, là, il commence à se fâcher avec Emmanuel Macron, il commence à se fâcher avec les Allemands. Oui, mais il en demande peut-être un peu trop. Imaginer qu'il a une grande tension sur lui et que, au bout d'un mois et demi, il soit un petit peu là, fatigué. Bon, ce serait normal. Mais on a cette propagande-là. De l'autre côté, en Russie, c'est carrément un monde orwellien avec des médias totalement aux ordres et qui racontent à peu près n'importe quoi. Un monde imaginaire, vraiment la guerre Potemkin, non pas le cuirassé Potemkin avec les escaliers d'Odessa, mais Potemkin comme
les villages artificiels que le ministre de la Tsarine faisait édifier le long du parcours quand elle prenait le train pour qu'elle ait l'impression que la paysannerie russe était heureuse. Mais les moujiks, en fait, crevaient de faim. Là, on a ces deux propagandes qui s'opposent, mais la réalité des opérations militaires, on la comprend à peu près en suivant les sites, mais on ne la voit pas. C'est très curieux. Oui, oui. Des guerres où tout le monde a un téléphone, et donc où vous avez par exemple un régiment coincé à Mariupol d'infanterie de marine qui envoie des appels au secours en se plaignant d'ailleurs du commandement sur Facebook, ce qui est quand même inouï, mais en même temps vous ne voyez pas la réalité des tranchées, c'est assez insaisissable. Hein, bon. Mais personne ne pensait, pour revenir au début du raisonnement, personne ne pensait, et Poutine non plus j'imagine, ne pouvait pas penser que les choses se dérouleraient ainsi. Mais à partir du moment où il a franchi le Rubicon, il avait prévu les sanctions. Il pensait y échapper en ayant un trésor de guerre à l'étranger qui lui a été confisqué immédiatement. Peut-être il ne s'imaginait pas que ça irait aussi loin. Voilà, il n'imaginait sans doute pas que les sanctions seraient aussi fortes, aussi immédiates, et alors désormais, si vous voulez, on est dans une espèce de stratégie de rupture. On voit bien que la mise au banc de la Russie ne s'arrêtera pas quand les combats se termineront, quand un cessez-le-feu sonnera. Le pays va rester en quarantaine et il est réellement poussé effectivement dans les bras de la Chine dont il va dépendre largement. Et tout ça n'est pas très bon, hein. Ça bouscule l'équilibre des forces, je ne vais pas dire l'ordre international, mais le désordre international pour très longtemps. La Russie n'est-elle pas une puissance au pied d'argile? Parce que vous avez cité la Chine, on entend souvent que la Chine et l'Inde soutiennent la Russie, mais en tout cas pour la Chine, peut-être la Chine soutient la Russie aujourd'hui pour mieux annexer certains de ses territoires plus tard, parce que oui, mais vous savez que la Chine est une grande puissance économique et démographique, alors que la Russie, démographiquement, c'est... Ça, c'est l'évidence qu'on voit sur les cartes, on voit les chiffres, etc. Il y a une Sibérie qui est vide, et le trop-plein en Chine. Sauf que, oui, économiquement, le poids, l'Occident a plus de poids et plus d'importance dans les échanges avec notamment les États-Unis, ont plus d'importance pour les Chinois que ce qui se fait avec la Russie. Mais la Russie a quand même à offrir son sous-sol, ses terres rares, ses métaux précieux, son gaz. Les Chinois peuvent, profitant d'un état de faiblesse de la Russie, peuvent avoir des je pense que les Chinois qui sont très discrets n'ont pas fait défaut à la Russie. Se sont abstenus quand même quand il y a eu des condamnations. Ils n'ont pas voté toujours assez prudents. Ils en tireront sans aucun doute bénéfice. Ça renforce leurs mains. Mais ils ne veulent pas trop de désordre quand même dans le monde parce que c'est le monde tel qu'il est qui leur a assuré ces dernières années une croissance aussi magnifique. Et ils n'ont pas envie qu'on tue la poule aux œufs d'or. Donc c'est un jeu un peu ambigu. Ce qui est certain, je ne sais pas si la Russie est un colosse au pied d'argile. Ce que je vois en tout cas, c'est que l'Europe est un colosse économique avec les pieds dans des escarpins et pas dans des rangers. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui risque de payer au prix fort ce désordre en son sein. Oui. Oui, dans tous les cas, que ce soit l'Europe ou la Russie, la démographie est plus ou moins identique. C'est-à-dire que nous sommes le monde chrétien européen, parce que la Russie fait partie de l'Europe, bien sûr, est en perte de vitesse démographiquement. Et le premier signe d'une puissance, c'est la démographie, non? Oui, c'est vrai, sans aucun doute. Ça, la politique étrangère d'un pays dépend effectivement de sa démographie, de son histoire. Ils sont en train de Il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça, mais la Russie se repeuple, contrairement à ce que l'analyse démographique de ce qui se passe en Russie est moins simple qu'on croyait que c'était un pays qui est en train de se suicider. C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu une politique assez volontariste qui a été menée. Quant à l'Europe, moi, là où j'ai du mal à suivre votre raisonnement, c'est quand vous voulez à tout prix que ces grands ensembles se définissent par leur rapport à la religion. Alors que l'Europe soit l'héritière d'une tradition chrétienne,
que dans son paysage, que dans sa mentalité, ce soit une référence incontournable, d'accord. Mais alors, j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il y a dans la politique menée par l'Union européenne, ce qu'il peut y avoir encore de chrétiens. Ah non, je suis d'accord. Beaucoup de mal à voir. Dire du tout. Je ne crois pas que les Européens puissent se définir ainsi. Non, non. Et de même, je ne vois pas trop, quand Vladimir Poutine embrasse, va allumer un cierge dans la magnifique église qu'il a fait reconstruire. Non, c'est Boris Eltsine qui l'a fait reconstruire. Au pied du Kremlin, on ne peut pas s'empêcher de penser, alors que nous passons, on approche de la Pâque orthodoxe le 24 avril, au sépulcre blanchi dont parle le Seigneur dans les évangiles. Je ne parlais pas du tout de l'Union européenne, je parlais des peuples européens. Ouais. Donc je parlais non, mais ils sont chrétiens par opposition aux musulmans. Oui. C'est-à-dire que les musulmans les définissent comme chrétiens. Pas seulement. En se moquant éperdument, il y a un monde européen. Il y a une foi. Oui, pas seulement, mais je parlais de ce peuple européen qui est chrétien, qui a des cultures plus ou moins proches face au peuple asiatique et aux peuples qui viennent d'Afrique ou du monde musulman. Bien sûr. Et moi, je constate que c'est une particularité européenne que d'avoir une démographie de plus en plus faible. Déclinante. Plus que déclinante. Enfin, on va vers une disparition progressive. Je pense, hein. Et en plus ils s'entretuent, trouvent le moyen de s'entretuer, et les autres doivent se frotter les mains, parce que s'ils ont des ambitions territoriales, économiques, je parle par exemple de la Chine, ils peuvent soutenir les Russes aujourd'hui, mais ils doivent se dire à long terme, c'est tout bénéfice pour nous, puisque laissons-les s'entretuer pour mieux en profiter plus tard, non? Mais grosso modo, on arrivera aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que le sort de l'Europe, d'ailleurs, se joue sans doute davantage dans le détroit de Formose, au large de Taïwan, que dans le Donbass. Et c'est vrai que, par exemple, pour parler de la France elle-même, il y a toutes sortes d'indices de désespoir qui minent la population française, que ce soit dans la consommation d'anxiolytiques, de neuroleptiques, tout ce qu'on voudra, des drogues, le taux de suicide chez les jeunes, chez les personnes âgées, le nombre d'avortements record, absolument record, plus de 220 000 en France, quand il n'y en a que 100 000 IVG en Allemagne, toutes sortes de questions qui sont d'ailleurs très largement tabous dans la société française, mais qui révèlent un mal-être si puissant que ce n'est pas les petits guides sur le mieux vivre ou l'épanouissement personnel qui vont régler la question. Oui. Pour revenir à l'Ukraine, on a parlé des ambitions russes et des Ukrainiens de l'Ouest, mais ce qui m'a frappé moi personnellement, c'est que j'étais persuadé, comme beaucoup d'autres, que les Ukrainiens dits russophones, en tout cas ceux qui sont plutôt à l'Est et qui sont parfois d'origine russe d'ailleurs, accueilleraient l'armée russe les bras ouverts. Et on s'est rendu compte, alors je sais bien qu'il y a une part de propagande aussi, mais tout de même, on s'est rendu compte que dans certaines villes comme Mariupol ou comme Odessa ou d'autres, qui étaient très favorables aux Russes en tout cas, où la population est pas souvent d'origine russe, il y a tout d'un coup un réveil un sentiment national ukrainien, peut-être que les Russes l'ont réveillé, je n'en sais rien. Oui, mais vous savez, le fait d'être bombardé assèche assez rapidement votre enthousiasme à l'arrivée des nouveaux conquérants. Hein. Peut-être qu'ils étaient même certainement contre le président Zelensky ukrainien. Moi j'étais à Bagdad sous les bombardements, je me souviens de la réaction des Irakiens. Au début, ils acceptaient ça parce que c'était le prix à payer pour être débarrassés du tyran. Et le tyran, c'est pas simplement le personnage peint à tous les croisements, dans toutes sortes de tenues et dont le regard dominateur s'exerçait sur la foule. Le tyran, c'est le gars du parti basse, du bout du couloir, ou le chef de bureau, tout le système de flicage institutionnalisé qui est pesant sur tout le monde. Donc les Baghdadis, quand les premiers missiles de croisière sont tombés, se réjouissaient plutôt. Je connais des types qui gardaient leur Kalachnikov à la maison, sous leur lit, pour, le cas échéant, se défendre contre les brigands ou contre les voyous de la communauté d'à côté, sunnites, chiites ou kurdes. Mais au bout de 3 guerres,
La haine contre les Américains était vraiment très violente, même chez les gens qui rêvaient de découvrir Disneyland. C'est la même chose partout. Les Russes, en bombardant Mariupol, ne risquaient pas de se faire des amis parmi les habitants. Et on a beau nous expliquer qu'il s'agissait, côté russe, de libérer Mariupol, personne ne peut y croire. Même si, parmi les nombreux crimes de guerre qui ont été commis depuis un mois et demi, l'utilisation de la population comme bouclier humain est avérée, notamment à Mariupol, jusqu'à la fin. Là, maintenant, ce qu'on a vu, c'est cette façon pour les derniers combattants de s'enfouir dans ce bunker, dans cette grande citadelle ouvrière, cette forteresse soviétique, qui était l'immense usine métallurgique la plus belle d'Europe. 8 km², la taille du 15e arrondissement, c'est immense. D'Azovstal, eh bien, ils se sont enterrés là. Et là, il n'y a plus de civils. Ou du moins, les seuls civils qu'il y ait sont les habitants qui ont pris les armes et qui sont auprès de la division Azov et de la brigade de marine qui se bat. Mais autrement, les habitants de Mariupol ont été pris en otage du conflit. Avant de conclure, parce qu'il nous reste 1 minute, mais je prendrai juste l'exemple d'Odessa, qui n'a pas été vraiment bombardée, qui est une ville que tout le monde croyait russe, pratiquement, et où flottaient des drapeaux russes. Il faut croire qu'on n'est pas d'amis. Oui, et tout d'un coup, là, on a l'impression que la population d'Odessa, en tout cas de ce qu'on voit, il y a quand même des correspondants étrangers, notamment français, la population s'est retournée contre les Russes, alors qu'il y a 1 an encore... Écoutez, on a commencé cette émission en parlant du Mali, et de la façon dont les parachutistes français ont été accueillis quand ils sont intervenus la première fois. François Hollande y avait passé le plus beau jour de sa vie. Et donc, on est au départ des libérateurs, on devient très très vite un occupant détesté. Et avec les Russes, ça a été tout de suite, parce que la Libye qu'ils mettaient en avant n'a pas convaincu les Ukrainiens, ils savaient très bien que c'était bidon. Très bien, merci Vincent Hervouet d'avoir répondu, d'avoir accepté l'invitation et répondu, nous avoir éclairé en tout cas sur le sujet ukrainien. Je crains de ne pas vous avoir beaucoup éclairé. Ah si. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous. C'était intéressant.